C'est en 52 avant notre ère que les Romains s'attaquent aux Parisis. Les soldats romains s'emploient à exercer de sévères représailles contre le peuple des Parisis, récemment rallié à un certain Vercingétorix. Mais ces légionnaires avancent mal dans les marais. Beaucoup se sont noyés. Les Gaulois, malgré leur improvisation, triomphent. Jules César a envoyé ses meilleures troupes sur les bords du fleuve. De cet affrontement historique pour Lucotessia va naître la ville que nous connaissons. Embarquez avec moi pour cette fabuleuse aventure. Plus de 2000 ans qui ont fait Paris. Pour s'y rendre, rien de plus rapide que le métro. Le métro est une machine extraordinaire pour remonter le temps. C'est aussi une manière formidable de renommer l'histoire. Cité, Philippe Auguste, Châtelet, mais n'allons pas trop vite et remontons aux origines. Au tout début, lorsqu'il n'y avait qu'un fleuve. Un fleuve qui abreuve, qui nourrit et sur lequel on se déplace. Les Parisis, c'est une tribu gauloise venue d'Europe du Nord. En gros, c'est des Celtes installés sur les rives du fleuve. Et ce fleuve, dont on tire tant de bienfaits, il ne peut être qu'une divinité pour nos Gaulois. Aussi, on aime et on vénère la déesse Sequana, la Seine. Mais l'oppidum des Parisis, construit sur les rives de la Seine, était-il véritablement situé à l'emplacement du Paris d'aujourd'hui? Pas si sûr. Si pendant des siècles, les historiens ont répété que la ville des origines se situait sur l'île de la Cité, force fut de constater qu'on avait beau creuser et creuser encore, pas la moindre trace de la fameuse agglomération gauloise. Et pour cause, pour trouver la vraie ville gauloise, il faut suivre le cours de la Seine à quelques kilomètres de là. Il semblerait que c'est ici, dans ce vaste méandre, qu'est né Paris. Alors, bienvenue à Lucotessia, la ville gauloise. Nous devons la découverte de cette cité gauloise au chantier de construction du super périphérique parisien. En 2003, les travaux de l'A86 exhument les restes d'une importante ville. Au milieu des maisons, les archéologues ont identifié un espace vide entouré de fossés et de palissades. La présence d'une broche à rôtir et d'une fourchette à chaudron à cet endroit laisse à penser qu'il s'agissait d'une place réservée aux banquets pris en commun. L'implantation de Lutèce à Nanterre, dans la boucle fluviale de Gennevilliers, qui était bien plus accentuée qu'aujourd'hui, répondait à une double exigence. D'abord, une sécurité géographique, offerte par le fleuve et par le mont Valérien. Mais surtout, un double accès à l'eau, source de richesse et axe d'échange. Quel choc pour les Parisiens. Dire que les premières traces de la ville la plus importante des Parisis étaient enfouies dans le sous-sol de Nanterre. Mais revenons aux prémices de notre histoire. Depuis qu'ils ont dû battre en retraite dans les marais, les Romains, sonnés par la défaite, veulent leur revanche. Comment oser paraître devant César sans gloire et couvert de honte? Le général Labienus réunit ses officiers et les exhorte au combat. Nul renfort ne peut être espéré. C'est à nous d'écraser les Gaulois, légionnaires. Triompher des barbares pour la gloire de l'Empire. Rome vous couronnera de lauriers. Dans le camp gaulois, la joie de la victoire efface la douleur et la peine du combat. Mais ils ignorent que les Romains galvanisés contournent le marais et préparent une deuxième offensive, s'emparer de la cité et leur obsession. Pour Camulogène, le vieux chef gaulois, il est impensable de livrer l'oppidum. Comment s'y résoudre, après s'être tant battu pour son indépendance? Mettez le feu à nos 2 ponts sur la Seine. Mettez le feu à vos maisons. Camulogène, le grand militaire, se résout à l'inimaginable. Au petit matin, Lucotessia n'est plus. Il ne reste rien, mais la cité reste gauloise, jusqu'à s'y consumer. La ville est réduite en cendres. Pourtant, peu après, non loin de ces décombres, se joue l'affrontement final pour un bien curieux enjeu. Posséder une ville qui n'existe plus. Les légions romaines défient encore les opiniâtres gaulois, sur la plaine de Garanella, au bord de la Seine. Le choc est épouvantable.
Le sang coule et abreuve la terre. Les Romains, face à l'armée gauloise, les attaquent aussi par derrière. Ils leur interdisent dès lors toute retraite. Le combat tourne au carnage, tandis que s'élève la longue plainte des blessés de la plaine de Garanella. Au soleil couchant, au milieu de flèches et javelots brisés, gisent des milliers de cadavres gaulois. Parmi ceux-ci, Camulogène, mort les armes à la main jusqu'au bout, pour une Lutèce déjà détruite. Plus tard, on baptisera la plaine de Grenelle Champ de Mars. Le champ de la guerre. Et c'est à cet endroit, au milieu des restes gaulois, que se dresse aujourd'hui la Tour Eiffel. Pour moi, la Tour Eiffel est un monument à la gloire de ces guerriers du passé. Bientôt, la bataille d'Alésia aura définitivement raison de la résistance gauloise. Et Vercingétorix, leur chef, mourra étranglé dans une prison romaine. Dans la Gaule désormais conquise, les Romains veulent reconstruire Lucotétia. Mais on s'interroge. Pourquoi ne pas opter pour un nouvel emplacement beaucoup plus favorable? Car près du Champ de Mars, où les Romains ont remporté la victoire, se trouve un chapelet de petits îlots, rendant le franchissement du fleuve plus facile. Et il se trouve que sur l'îlot principal, protégé par de vastes marécages, se dresse un temple dédié aux dieux gaulois. Alors les Parisis, incités par les Romains victorieux, viennent se regrouper autour de ce lieu de foi et de dévotion. Les îlots, bientôt reliés entre eux par des ponts, dessinent l'ébauche d'une agglomération nouvelle. Ce ne sera plus Lucotétia, agglomération gauloise, mais Lutèce, ville gallo-romaine. Elle émerge, lentement, de cette langue de terre perdue au milieu des eaux, qui sera un jour l'île de la cité. Comme par le passé, les Parisis vivent du fleuve et par le fleuve. Les nouveaux Lutétiens réclament aux voyageurs qui veulent franchir leur pont ou passer avec leur barque d'acquitter des droits de passage. Plus tard, la devise de Paris, fluctuat nec mergitur, elle tangue mais ne coule pas, se voudra l'héritage de ce lien originel et nécessaire avec le fleuve. Mais la ville s'étend inexorablement, déborde sur les rives, monte vers les collines, et elle va insensiblement s'éloigner de la Seine, le fleuve nourricier.